Ok, alors on va se faire un petit point sur les marchés imparfaitement concurrentiels qu'on retrouve au programme de première. Quand on travaille les imparfaitement concurrentiels, l'idée c'est qu'on part de la concurrence pure et parfaite qu'on a vue normalement précédemment, et dans le marché parfaitement concurrentiel, et qu'on se dise ok maintenant on a plusieurs degrés de concurrence. On a l'oligopole, on a la concurrence monopolistique, on a des duopoles, et on a enfin des monopoles. Et les monopoles c'est ce qui m'intéresse. Je rappelle que le monopole, c'est la situation où on a un marché avec un offreur qui est faiseur de prix, donc il peut fixer les prix qu'il veut. Dans cette situation-là, on a un prix qui va être supérieur au prix d'équilibre, parce qu'il peut fixer le prix qu'il veut, tout simplement, et des quantités sur le marché qui sont moins importantes qu'en situation de concurrence. Pourquoi? Tout simplement, imaginons, là je suis en train de filmer avec le téléphone, imaginons que je vais aller acheter un autre téléphone pour X ou Y raison. Si j'avais que Apple par exemple sur le marché, ben, je serais allé au magasin, j'aurais eu les dernières versions des derniers téléphones Apple, c'est tout. J'aurais pas eu tellement de choix. Alors qu'aujourd'hui, en concurrence, ben, on a un certain nombre de marques qui fait qu'on a les derniers modèles, mais de toutes ces marques. Donc on a beaucoup plus de quantité sur le marché. Donc je rappelle, du coup, les prix sont plus élevés et les quantités sont moins élevées qu'en situation de concurrence. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus dans les détails de ce monopole-là et de dire, ok, on n'a pas qu'un type de monopole qui existe, mais on a quatre types de monopoles. Le premier, ce qui me semble le plus simple, hein, c'est ce qu'on appelle le monopole de ressources. C'est ce monopole où une entreprise a vraiment le monopole d'exploitation sur une ressource qui serait rare. Les diamants, l'uranium, etc., qui sont difficilement exploitables, assez rares. Et dans cette situation-là, on a notamment une entreprise de bière qui est capable de racheter, enfin c'est pas qui est capable, mais qui systématiquement en fait va racheter des entreprises qui vont émerger pour lui faire concurrence. Et donc comme ça, en le rachetant, elle garde son monopole qu'on appelle de ressources. Ensuite, on peut distinguer ce qu'on appelle le monopole institutionnel. Ce monopole institutionnel, il est permis grâce aux droits de propriété et précisément les brevets. Les brevets, c'est ce qui te permet, en tant que producteur, si tu as une idée, si tu as une invention que tu peux appliquer au domaine industriel, et donc voilà, produire un bien à la chaîne, et qui te permet de protéger ton idée sur une période déterminée. D'accord? Tu peux poser ton brevet, tu peux avoir ton idée qui est protégée pendant 5 ans jusqu'à 20 ans en général. L'exemple typique, c'est celui de Nespresso, quand Nespresso a inventé les dosettes, tu sais, les capsules, qui a pu, pendant un certain nombre d'années, ben, être la seule marque à proposer des dosettes, alors que toutes les autres marques qui existaient à l'époque restaient à l'ancien modèle de production. Et en fait, encore une fois, hein, comme c'est je vais y arriver, une idée qui est protégée, ça te permet d'avoir un monopole qui est temporaire. Évidemment, il est temporaire parce que à partir de 20 ans, par exemple, ce brevet il arrive à expiration. Donc à partir de 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Mais tous les concurrents peuvent te piquer ton idée et te faire concurrence. Mais au moins tu sais que pendant 20 ans, tu vas pouvoir te focaliser sur la production de ces dosettes-là, par exemple, et donc attirer beaucoup plus de demandes, donc faire plus de profit, et que tu peux réinjecter dans la recherche et développement pour recréer ensuite de l'invention. Et les brevets, si ça n'existait pas aujourd'hui, ça inciterait pas les producteurs à innover et faire qu'on ait, je prenais l'exemple des téléphones aujourd'hui, ben, des versions de téléphones qui, ben voilà, qui apparaissent, j'ai l'impression, même j'allais dire tous les ans, mais même pas, limite, on a l'impression que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y a une nouvelle version de téléphone qui sort. Mais justement, parce que derrière, on peut y mettre un brevet, on peut protéger notre idée, donc ça incite les producteurs, je vais y arriver, à innover. Donc ça, c'est le monopole institutionnel. Ensuite, on a le monopole technologique. C'est très lié avec l'institutionnel, dans le sens où le monopole technologique, c'est un monopole, encore une fois, temporaire, que un producteur va pouvoir posséder à partir du moment où il va inventer une nouvelle idée. Je continue sur mon exemple sur les téléphones. Aujourd'hui, on a Apple qui a sorti son iPhone 14, qui a une fonctionnalité, je trouve incroyable, qui est capable, si tu as un accident à un moment donné, alors je sais pas comment il est capable de détecter ça, mais si il y a un choc qui semble anormal en fait pour le système, le téléphone est capable de prévenir les secours à ta place.
Je trouve ça incroyable. Je sais pas si ça existe dans d'autres marques. Je pense que c'est nouveau. Donc, par rapport à cette fonctionnalité-là, Apple, effectivement, a un monopole technologique. Mais encore une fois, il est temporaire parce que l'idée, c'est que à chaque fois, des autres producteurs vont essayer de faire mieux et de rattraper et donc de faire concurrence. Euh, Apple, quand ils sont passés de 2 à 3 caméras, qu'est-ce qu'a fait Samsung? Eh ben, ils en ont mis 5. Voilà. Donc, ça peut être ce monopole technologique, ça peut être une fonctionnalité, comme ça peut être un design, comme le modèle Samsung avec le téléphone qui se plie dans les deux sens, hein, qui se plie comme un vieux téléphone qu'on pouvait avoir il y a 50 ans, que le téléphone qui se plie comme une espèce de bouquin, hein. Donc voilà, ça c'est le monopole, je vais y arriver, technologique. Le dernier monopole, c'est peut-être le plus compliqué, et alors là, faut s'accrocher. C'est ce qu'on appelle le monopole naturel. C'est ce monopole dont on dit qu'il est préférable. On t'a toujours dit que la concurrence, c'est préférable. Pourquoi? Parce que ça tire les prix vers le bas. Sauf que ce monopole naturel, ben justement, il est préférable à une concurrence. L'exemple un peu typique qu'on prend, bon, il y a deux exemples, c'est soit la SNCF, soit la distribution de l'eau. Je vais prendre la distribution de l'eau. L'idée, c'est qu'on imagine voilà, une ville où on a des canalisations qui sont monopolisées par une entreprise. Ça nous permet d'avoir un certain prix de l'eau. Le truc, c'est que la distribution de l'eau, autant que la SNCF, ça présente des coûts fixes assez importants. Les canalisations, elles sont principalement sous les routes. Donc quand il faut les rénover, par exemple, eh bien, il faut aller casser les routes, il faut aller refaire les canalisations et refaire du bitume. Ce qui coûte énormément, qui coûte très cher. Et donc on dit que le monopole naturel est préférable pour une économie et pour les consommateurs. Pourquoi? Parce que si on prend la SNCF qui doit régulièrement entretenir son réseau ferroviaire, elle va avoir besoin de coûts fixes assez énormes. Et pour pouvoir financer ces coûts fixes, eh ben, elle a besoin voilà, de rentrées d'argent assez conséquentes. Et c'est pour ça qu'un monopole est préférable, parce que dans ce cas-là, il y a 100% de la demande qui est faite pour cette entreprise-là. Si j'avais un autre concurrent pour le réseau ferroviaire ou la distribution de l'eau, ben, moi en tant que consommateur, j'aurais le choix entre deux entreprises ou plus. Et donc en tant que consommateur, comme on le ferait tous, on irait chercher celui qui est le moins cher. Mais si celui qui est si on a une entreprise qui est moins chère, toute cette demande-là va se rediriger peut-être vers cette entreprise-là, alors que l'autre entreprise qui a peut-être des prix de base qui sont plus chers, elle va devoir continuer à entretenir quand même ses canalisations et donc proposer des prix encore plus chers. Donc en gros, pourquoi c'est préférable? Parce que les coûts fixes sont élevés, donc il faut avoir 100% de la demande pour avoir le plus de bénéfices possible et pour pouvoir payer ces coûts fixes-là et proposer en fait de l'eau qui serait moins chère. Parce que si on a de la concurrence, toutes les entreprises ne vont pas pouvoir assumer ces coûts fixes. Et s'ils ne peuvent pas assumer ces coûts fixes, ils vont devoir augmenter les prix. Moi, je me vois pas payer 5 euros ma douche tous les jours, hein. Voilà, donc aujourd'hui, si on la paye peu cher, relativement peu cher, c'est parce que on n'a qu'une entreprise. Voilà, j'espère que c'est clair, ça fait un petit peu long. N'hésite pas si tu as des commentaires.